participants qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous. Et nous sommes très honorés d'avoir avec nous Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur Fofana. Merci d'être parmi nous. Nicolas Jean, associé chez Gide et grand spécialiste de la filière, et deux très grands professionnels que nous connaissons maintenant depuis de nombreuses années. Tant vous, Monsieur Mossadegh Bali, avec votre groupe Azalaï, et Jean-Bernard Falco, entrepreneur dans le tourisme en France depuis presque plusieurs décennies, même plusieurs décennies, que nous connaissons aussi fort bien. Alors je suis très heureux de vous recevoir parce que vous le savez bien évidemment, BPI France est la banque du tourisme en France, avec un savoir-faire sur un territoire et des professionnels que nous accompagnons depuis 3 générations, Monsieur le ministre, puisque la banque publique que nous représentons aujourd'hui s'appelait le Crédit Hôtelier en 1923. Et donc ce sont des racines très profondes et 3 générations de familles que nous accompagnons dans cette filière. Alors le tourisme, ici en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, est devant une montagne à gravir, mais une montagne d'excellence. On a face à nous des enjeux, des chantiers et également des défis que vous avez modélisés d'ailleurs avec un plan ambitieux qui définit vos lignes prioritaires. Mais souvent on a l'impression que le tourisme a un côté romantique. On considère que c'est quelque chose qui est fait de touristes et que finalement l'économie du tourisme, elle n'est pas si importante que ça par rapport à d'autres sujets. Vous savez que ce n'est pas notre conviction. En France, le tourisme représente 7% du PIB. Il est tout aussi important ici en Côte d'Ivoire et vous avez une ambition extrêmement forte. Selon mes derniers chiffres, mais vous allez me corriger, Monsieur le ministre, j'avais en tête que vous souhaitiez passer au-delà des 2 millions aujourd'hui à peu près de visiteurs sur la Côte d'Ivoire à 5 millions d'ici 2025 et que le poids du tourisme représente plus de 13% du PIB. Est-ce que je me trompe ? Oui, je n'irai pas jusqu'à vous contredire puisque ces chiffres, vous les tenez des études qui ont été réalisées par McKinsey et qui dataient d'une certaine époque. Mais lors de la révision de cette étude, à l'issue de la riposte à la crise sanitaire qu'a connue notre pays et tout le monde entier, il a été donné de constater que, bien évidemment, la sous-région n'ayant pas été suffisamment impactée, nous allons bénéficier d'un effet de levier qui permet de revoir les chiffres à la hausse. C'est pourquoi, au lieu de 5 millions, nous visons la tendance qui serait de 6 millions d'ici 2025 et avec une contribution comprise entre 10 et 11% du PIB. C'est une très très belle ambition parce que ça suppose derrière, et on ne le mesure pas assez, des infrastructures, de l'emploi, de la formation, de la valorisation de territoire. C'est de la fierté collective aussi, puisque c'est capitalisé sur les trésors que représente l'ensemble des territoires de la Côte d'Ivoire, bien au-delà d'Abidjan. D'ailleurs, où la capitale économique du pays est 3e, si je ne me trompe pas, en termes d'attractivité sur la clientèle business, mais pas assez présente sur la clientèle dite du tourisme plus classique et des familles. Est-ce que c'est bien le sujet de rattraper cette dynamique qui existe déjà sur le tourisme du business ? Bien évidemment, au niveau du tourisme business, et avant cette pandémie, nous étions passés à la 2e place derrière le Nigeria et nous avions juste le Maroc juste après. Mais bien évidemment, il est important pour nous d'avoir rattrapé notre retard sur le tourisme de loisirs, toutes spécialités confondues. Et donc la stratégie consiste à faire en sorte que nous soyons parmi les 5 majors du tourisme en toutes spécialités confondues au niveau africain. Cela s'accompagne naturellement de réalisation de belles infrastructures, infrastructures de loisirs et de détente pour arriver à faire de notre pays la base de divertissement et un hub touristique de premier plan pour les pays de l'Interland. Cela s'entend le Mali, le Burkina et le Niger. Mais évidemment, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui a toute vocation à jouer son rôle de hub d'affaires, mais hub touristique. Et c'est pourquoi nous voulons, premièrement, faire en sorte que des infrastructures soient modernisées. Et si vous voyez M. Jean Falco, cela explique naturellement le besoin et l'appétit de la Côte d'Ivoire à attirer les plus grands et ceux qui ont le mieux réussi dans le domaine pour nous aider à implémenter un modèle nouveau en changeant de paradigme et donc les infrastructures, mais faire en sorte que la jeunesse continue de rêver avec nous
parce que le tourisme aussi, c'est une part de rêve, en développant le territoire et que le développement territorial contribue significativement à l'essor des populations, mais surtout à une certaine maturité de la jeunesse et faire en sorte que nous déclenchions le moteur de l'employabilité des jeunes pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi grâce au tourisme qui prévoit de former 450 000 jeunes. Et c'est là que nous voudrions dire merci à celles et ceux qui s'emploient au quotidien à adresser la question de la formation des jeunes au niveau des métiers de spécialité touristique et au niveau des spécialités hôtelières. Je terminerai en disant que c'est un puissant levier de croissance économique parce que nous étions à 7,5% du PIB et nous pouvons passer de 10 points à 11 points de croissance avec le secteur du tourisme. Et c'est à cela que nous voudrions saluer l'arrivée de BPI France qui, nul doute, au-delà de plusieurs décennies de pratique, vous saurez accompagner bien des investisseurs et opérateurs pour que la Côte d'Ivoire continue d'être une base de divertissement, mais surtout de loisirs, et que nous rattrapons notre rang que nous avons perdu sur bien des pays. On comprend une très très forte ambition, des moyens mobilisés, un plan d'action qui semble très clair pour les prochaines années. Et en face de vous, vous avez deux entrepreneurs qui, chacun dans leur territoire respectif, l'un certain déjà bien implanté, Monsieur Mossadegh Bali, vous avez 10 hôtels aujourd'hui répartis sur la région. Comment réagissez-vous à ce plan d'ambition? Est-ce que vous partagez les problématiques qui ont été évoquées? Et quelle est votre réaction par rapport à ce point GPS fixé très loin sur, honnêtement, je vais vous dire, Monsieur le Ministre, j'aimerais qu'on ait également chez nous, mon cher Jean-Bernard, la même ambition sur le poids du tourisme dans le PIB français. Vous êtes bien plus ambitieux que nous, bravo, et on fera ce qu'il faut pour vous soutenir. Monsieur Bali, alors, votre réaction? Mais Pedro, vous avez déjà 80 millions, laissez-nous prendre un peu dans nos pays quand même. Non, nous on a parié sur la Côte d'Ivoire il y a fort longtemps, donc nous avons ouvert notre unité ici en 2017 grâce au soutien très actif du ministre, de son cabinet et du président de la République qui est même venu inaugurer notre unité. Il est clair que la croissance en Côte d'Ivoire de façon générale est très enviable et très remarquable. Et donc pour accueillir toutes ces personnes qui viennent prospecter pour investir en Côte d'Ivoire, ils ont besoin d'infrastructures hôtelières, ils ont besoin d'infrastructures pour se réunir et tout cela. Donc je pense que c'est un programme ambitieux et c'est pas pour rien qu'on voit beaucoup de projets hôteliers qui se réalisent parce que nous parions sur une demande qui va aller croissante. Maintenant, je pense que le pari, c'est, vous l'avez dit, hein, c'est l'aménagement du territoire, c'est d'inciter ces mêmes acteurs à quitter, disons, Abidjan et aller à l'intérieur, dans les villes secondaires. Il y a une très forte demande, malheureusement, qui n'est pas satisfaite, je dirais, avec des produits normés, des produits de qualité. On ne demande pas de grand luxe, mais des produits bien gérés. Et je pense que peut-être c'est sur ce levier que le ministre et son cabinet doivent appuyer pour que dans les villes secondaires comme Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, qu'on ait une offre qui se développe comme elle s'est développée à Abidjan. Et Pedro, on a vu avec la pandémie qu'il faut développer le business local, le tourisme local, puisque tout d'un coup les pays se sont fermés. Et c'est grâce, je dirais, au tourisme intra-africain, au tourisme national, aux conférences générées par des clients locaux que nos hôtels, disons, sortent la tête un peu de l'eau. Donc je pense que, et je m'adresse au ministre et à tous les gouvernants, il faut vraiment ouvrir nos pays. Il faut faire en sorte que voyager sur le continent africain soit plus facile, coûte moins cher. Parfois, ça coûte moins cher pour moi de faire Bamako-Paris que de faire Bamako-Abidjan. Donc, il faut s'attaquer à ces problèmes-là. Il faudrait qu'il y ait une Afrique sans visa pour les Africains. On est 54 pays.
et on a besoin de visa pour aller presque partout. Bon, heureusement, on n'en a pas besoin dans la CEDEAO. Il faut régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, pour voyager, on doit faire un test qui coûte $50. C'est quand même beaucoup trop cher. Il faut que nos gouvernants revoient cela. Et bien sûr, il faut investir dans les infrastructures pour lier nos pays. Parce que le tourisme en Afrique est un vecteur de développement, c'est transversal, ça crée énormément d'emplois et surtout ça a un impact économique sur les communautés locales. On emploie des jeunes dans la communauté, on paye des impôts et des taxes à la municipalité, on forme. Là aussi, effectivement, Monsieur le ministre, il y a un gros effort de formation à faire. Nos pays n'investissent pas beaucoup dans la formation qualifiante, pas diplômante, mais qualifiante. Or, nous, en tant qu'industriels, c'est de cela dont on a besoin. Et on a été obligés, nous, groupe Azalai, de créer 2 écoles de formation au métier de l'hôtellerie. Donc, à n'en pas douter, le tourisme est un vecteur de développement. Et je pense qu'effectivement, c'est le continent où ça ne compte qu'entre 5 et 7% du PIB. Un pays comme la Grèce, c'est 20% du PIB. Donc la progression, la marge de progression est énorme. Merci Mossadegh. On comprend bien le sujet. On voit qu'il y a des sujets de flux pour réussir à améliorer les transitions d'un pays à l'autre sur le continent pour la clientèle intérieure. On comprend l'enjeu du capital humain. Vous l'avez cité, Monsieur le ministre. Il est essentiel. La formation, la détection, la formation et l'accompagnement de cette jeunesse vers ses besoins d'emploi. 450 000, vous les avez cités, ces chiffres. C'est absolument considérable. Rien que pour la Côte d'Ivoire. Alors imaginons à l'échelle du continent. Et puis c'est un outil de conquête des territoires, puisque vous l'avez dit, le tourisme maintient et crée des emplois dans les territoires. C'est un outil de développement. Je me tourne à présent vers Jean-Bernard Falcao. Alors Jean-Bernard, ne trahirons pas de secret que nous avons suivi vos aventures depuis de nombreuses années, en France, en Chine, en Europe et maintenant en Afrique. Alors on vient d'entendre à la fois Monsieur le ministre et Mossadegh Bally, un entrepreneur de la filière du tourisme depuis maintenant bien longtemps, qui a traversé d'ailleurs au passage la vie d'un entrepreneur avec toutes ses difficultés pour y parvenir. Et alors pourquoi venir ici au regard de ce que représente déjà la situation et les opportunités en Europe ou en France? Qu'est-ce qui a attiré Jean-Bernard Falcao sur ce beau marché africain et en particulier en Côte d'Ivoire? C'est toi et Monsieur le ministre. Tout simplement, nous sommes un bébé BPI France, puisque tu le rappelais, 6 BPI France qui s'appelaient antérieurement Oseo et même antérieurement BDPME, CEPME, le Crédit Hôtelier, avec une date de naissance à 1923. En 1923, notre baseline du groupe, c'est aussi 1923, puisque l'arrière-grand-mère de mon épouse est née en 1923 et nous avons effectivement l'habitude de dire que Céline, mon épouse, est la 4e génération d'hôteliers. Alors, notre histoire, elle est aussi intéressante. Et pourquoi? Je vais répondre à la question, pourquoi l'Afrique? Lorsque nous sommes vraiment nés en 2005, à l'époque, BPI France, qui s'appelait Oseo, m'a dit, eh bien, je vais croire en votre histoire et je vais vous faire un financement. Mais le financement que nous recherchions, et je me tourne vers vous, Monsieur le ministre, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire ensemble, c'était un financement qui était extraordinaire, qui sortait de l'ordinaire, qui était absolument exceptionnel. Nous cherchions avec mon épouse du financement pour embaucher du capital humain, pour embaucher du personnel. Et lorsque nous faisions le tour de nos établissements bancaires, nous n'avons évidemment trouvé aucune banque pour nous prêter de l'argent pour embaucher des hommes et des femmes qui allaient devenir le groupe que nous sommes. Et grâce à ce financement de 400 000 €, nous avons réussi à créer un groupe de 35 hôtels, de catégories 4 et 5 étoiles, tu l'as rappelé, présents en France, mais aussi au Portugal, avec un très beau palace en Chine, avec 4 établissements. Et demain dans d'autres évidemment régions à la fois françaises, Colmar, Chamonix, Nice et également en Europe, Rome et ailleurs. Alors pourquoi l'Afrique? Tout simplement parce que les chiffres macro qui viennent d'être rappelés, et vous savez pour certains d'entre vous à quel point je suis passionné des chiffres macro en matière touristique, surtout pour la France, me rappellent pour la Côte d'Ivoire exactement ce que nous avions à l'époque imaginé avec Laurent Fabius en 2014, lorsque nous avons mis en place tout un programme de développement pour accueillir, et vous avez raison de le souligner, cette chance, non pas 80 millions, mais 100 millions de visiteurs normalement à horizon 2020, ce que nous aurions dû avoir, puisque nous arrivions proche plutôt de 90 millions que de 80 millions. Mais des efforts ont été mis en place et de façon très importante. Un accompagnement financier au travers de BPI France et de la filière tourisme,
et des engagements forts de la part des gouvernements d'aider les chefs d'entreprise que nous sommes à développer le secteur du tourisme. Alors, nos parents et nos grands-parents rêvaient des États-Unis. Nous rêvions, à mon niveau, de la Chine et de l'Asie. Et finalement, lorsqu'on regarde un petit peu la carte du monde, on se dit que, quelque part, il y a un continent qui est évident sur lequel il faut aller demain et aller s'implanter, c'est l'Afrique. Et quand on regarde un peu plus loin, et je vais passer l'Afrique du Sud pour tout un tas de raisons, l'Afrique évidemment de l'Est, vous dites, l'Afrique de l'Ouest c'est quand même pas mal. Vous regardez le taux de natalité, vous regardez le taux de croissance, vous analysez le taux de croissance des différents pays en Afrique, et là vous tombez sur tous les critères et les paramètres que vous analysez sur à chaque fois la Côte d'Ivoire. Le taux de natalité, la jeunesse, l'employabilité, le nombre de personnes, la prospective que vous avez, la perspective évidemment microéconomique au travers d'un ministère dédié et un programme Sublime Côte d'Ivoire qui est une réalité qui accompagne le pays au quotidien et avec des taux de croissance historiques présents et à venir qui sont exceptionnels. Effectivement, avec un PIB à 5-6% qui va, en matière de poids du tourisme dans le PIB, 5-6% aujourd'hui qui va être porté à 10-11%, et je rejoins complètement ce que vous disiez, la Grèce à 20%, la France à 7-8%, et on cherche effectivement à aller chercher 10%, on voit à quel point il y a de la progression et de la marge. Et donc on se dit que quelque part, notre expérience, notre savoir-faire, la marque que nous avons créée, Maison Albar Hotel, qui porte le nom de ma belle famille, au travers de l'hospitalité et de l'hébergement 5 étoiles à prix compétitif, il y a d'autres chaînes internationales qui vont arriver, et Monsieur le Ministre peut en parler, et qui vont évidemment permettre au pays aussi d'aller surfer sur des grands hôtels. Mais je crois que tu le rappelais tout à l'heure, Pedro, on vient aussi à Abidjan finalement pour du corporate. C'est de l'hôtellerie de besoin. On n'a pas encore créé, au sein de la Côte d'Ivoire et à Abidjan particulièrement, de l'hôtellerie en fait de destination. C'est-à-dire un lieu où on va s'arrêter, on va venir en famille, on va venir passer du temps. Et grâce à tout ce que j'ai compris, alors peut-être à tort, mais je ne le crois pas, du programme Sublime Côte d'Ivoire présenté par Monsieur le Ministre, on a considéré en interne que c'était important de mettre le paquet pour venir ici, parce que les valeurs que nous partageons entre les Français et les Ivoiriens sont les mêmes. Les valeurs de bienveillance, de bien-être, de gentillesse, d'altruisme, d'hospitalité, d'art de recevoir. Et cette capacité en fait qu'a la population à aller accompagner également le tourisme comme ça, et surtout, encore une fois, le taux de croissance et de progression et de marge qu'il y a avec une employabilité qui est évidente, et je vous rejoins, où là effectivement il va falloir faire les efforts nécessaires, mais je tiens quand même à souligner que compte tenu des projets que nous sommes en train de mener avec Monsieur le Ministre, contrairement à ce qu'on peut imaginer, des Ivoiriens d'abord et des étrangers ensuite, la vitesse à laquelle on peut faire des affaires, elle est impressionnante. Et j'encourage tous les entrepreneurs français à tester eux-mêmes la capacité qu'a l'État ivoirien à mener à bien des projets dans un temps défini et en respectant les délais. Et ça, je tiens à le souligner parce que pour nous, entrepreneurs, évidemment, c'est très important de venir investir en temps, en argent, en énergie ici. Mais si on n'avait pas le sentiment d'être accompagné comme nous le sommes, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'entrepreneurs et le pays est amené à vivre quelque chose d'assez exceptionnel en matière de tourisme. Merci beaucoup Jean-Bernard. Je me tourne avec, une fois qu'on a entendu cet enthousiasme qui accompagne une ambition et une volonté et un optimisme, vous savez que c'est des valeurs qui nous sont chères, je me tourne vers un observateur avisé. Et pardon de vous qualifier comme ça, cher maître. Nicolas Jean, vous êtes avocat associé chez le cabinet Gide et vous observez avec beaucoup de finesse depuis de nombreuses années, d'abord l'émergence du projet Sublime Côte d'Ivoire. Vous savez le traduire, vous en avez une lecture d'ailleurs très intéressante. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'on a entendu dans cette ambition-là, votre observation de l'évolution de l'État, de son organisation pour adresser le projet et ses ambitions, votre analyse par rapport à ce est-ce que c'est en cohérence et est-ce qu'en profondeur, le projet Sublime Côte d'Ivoire coche bien toutes les cases nécessaires à faire émerger l'usine, comme on le dit souvent, la fabrique à sourire que peut être la Côte d'Ivoire en matière de tourisme? Merci beaucoup Pedro pour cette introduction, cette présentation. Je pense que le ministre a utilisé les termes de changement de paradigme. Aujourd'hui, le tourisme, et quand on se penche sur le programme Sublime Côte d'Ivoire, on se rend compte que le tourisme est divers. Le tourisme, c'est la santé. Le tourisme, c'est l'emploi. Le tourisme, c'est la maîtrise du foncier. Le tourisme, c'est le développement du territoire. C'est l'égalité des chances. C'est l'égalité homme-femme. C'est l'éducation. Et aujourd'hui, c'est peut-être cette vision-là du tourisme
qui doit être poussé. Le tourisme, ce n'est pas qu'une vision romantique, comme tu le disais très bien au début, ça va beaucoup plus loin. Une fois qu'on a dit ça, ça implique que chacun a des responsabilités. Et là, je vais me tourner vers vous, vous en avez tous autour de la table. L'État a des responsabilités, la responsabilité de structurer un secteur, de mettre en place les outils au service d'une stratégie, les outils d'autonomisation du secteur, les outils de financement du secteur, les outils de maîtrise du foncier. Donc ça implique une société dédiée, une société d'études dédiée pour que les études soient faites plus rapidement, une agence de gestion du foncier touristique, alors qui peuvent être un même organe, mais on doit traiter la gestion du foncier, on doit aussi être capable de donner des garanties. Et hélas, les projets touristiques aujourd'hui ne sont pas les projets prioritaires, ne sont pas identifiés comme prioritaires alors qu'ils devraient l'être. Une fois qu'on a dit ça, mise en place de mécanismes de garantie, peut-être via des fonds de garantie. Le ministre en parle dans la mise en œuvre de son plan Sublime Côte d'Ivoire. Donc la première, c'est la responsabilité de l'État de structurer le secteur. La responsabilité après des opérateurs, et vous l'avez dit tous les deux, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et bien moi je vous dis, qualifiez-la. Participez à l'effort de formation comme vous l'avez fait. Et comme tu en parles toi aussi en disant il faut qu'on rencontre le ministre de la formation professionnelle, le ministre de l'emploi. Aujourd'hui, c'est aux opérateurs aussi de s'investir. Et ça, c'est valable pour le tourisme, mais c'est valable pour tous les secteurs de manière générale. Enfin, les financiers, ceux qui mettent l'argent sur la table. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir en tête cette vision, là aussi un peu désuète, même si elle est assez neuve, du financement à impact. C'est quoi le financement à impact? Là, je me tourne vers vous. C'est créer de l'emploi, c'est avoir un pays plus sûr, c'est avoir un pays où il y a plus d'échanges multiculturels, interculturels. C'est un pays qui développe le tourisme. Et donc là aussi, il faut arriver à tous ensemble à changer la vision que les financiers ont du tourisme. Le tourisme, financer le tourisme, c'est financer l'impact. C'est pas, il faut arrêter de se dire que le financement impact, c'est seulement faire du financement d'énergie solaire. C'est très important, mais le tourisme, inclusion sociale, ça doit être du financement impact. Donc, pour moi, et financer aussi, bien entendu, ça on l'a pas dit, mais c'est un vrai frein, financer les études. Il n'y a pas de projet aujourd'hui sans études. Et je crois que Jean-Bernard donnait un exemple très intéressant. Lui, s'il a pu développer ce groupe qui emploie aujourd'hui 1200 personnes, s'il emploie aujourd'hui 1200 personnes, c'est parce qu'au début, on lui a prêté de l'argent pour employer des gens. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir prêter de l'argent pour réaliser des études techniques qui permettront de développer des projets de manière cohérente et qui sont conformes à l'ambition que peuvent avoir les gouvernements et en particulier le ministre Fofana. Merci cher Nicolas Jean. Je comprends bien à vous écouter en fait que il faudrait une BPI pour le tourisme ici en Côte d'Ivoire qui saurait répondre à ses besoins de financement, qui saurait répondre à ces problématiques de connaissances sectorielles. Encore faut-il que la profession bancaire sache analyser ces risques, sache les porter et sache également, pour les investisseurs, valoriser au-delà de l'impact que vous citiez. Alors je reviens vers vous, Monsieur le Ministre. On vient de faire un tour de table à la fois passionnant, clair, qui a fixé le débat et qui montre à quel point la cohérence par rapport à la boucle que nous venons de créer est absolument totale. Vous avez ici quelques entrepreneurs, bien évidemment, mais surtout demain, plusieurs centaines de milliers qui vont vous entendre sur les replays, et partout en France, comme d'ailleurs probablement ici en Côte d'Ivoire. Quel message avez-vous envie de leur passer en quelques mots? Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent aujourd'hui, le 2 juin 2021, ici en Côte d'Ivoire? Merci, Monsieur Pedro. Je pense que c'est passionnant d'entendre des professionnels exprimer de la même vigueur et de la même ténacité les préoccupations qui touchent le secteur du tourisme et que nous partageons entièrement. Évidemment, contribuer significativement au développement territorial, contribuer à l'employabilité des jeunes qui constitue une préoccupation majeure de tout gouvernement, en sachant qu'à terme, d'ici les 10 prochaines années,
nous allons avoir sous la main près de 11 à 12 millions de jeunes qu'il va falloir caser. Et quels sont les secteurs qui vont pouvoir porter l'espérance et la croissance de l'emploi de toute cette jeunesse en quête d'emploi. Et je suis tenté de dire qu'il faut éviter même de changer là aussi de paradigme en évoquant la préoccupation de l'employabilité pour chercher un terme plus en adéquation avec, pour dire qu'il est plus en plus question de voir comment occuper les jeunes. Et donc, c'est d'étudier la possibilité de leur donner des passerelles d'occupation et en utilisant le tourisme comme un vecteur inclusif. Il est pour moi une occasion qui est donnée ici de dire que la question de la mobilité urbaine et de la fluidité routière ne pourra pas être traitée par la construction et le développement d'infrastructures. Il faut avoir développé le territoire et le développement territorial ne peut se faire comme M. Bali et comme M. Jean-Bernard Falco l'ont dit. Il est important pour nous d'avoir à développer le territoire, à faire en sorte que les villes secondaires aient les mêmes chances, donc l'égalité des chances qu'évoquait tout à l'heure Jean-Nicolas, épouse confortablement notre idée. C'est pourquoi, en partant d'ici, je voudrais lancer un appel. Que le tourisme apparaisse désormais aux yeux des gens et de tout observateur économique comme une opportunité. Et un changement de paradigme doit s'opérer pour utiliser le tourisme comme un vecteur de croissance et un véritable pilier très puissant de développement économique pour les années prochaines et les années à venir, parce que le monde va continuer à aller à la rencontre du reste du monde et toute population va éprouver le besoin d'aller à la découverte de son environnement et de sa nature. Quoi de plus normal d'utiliser le tourisme pour en faire un moteur de croissance plutôt que de développer des matières premières qui peuvent être dépréciées sur le marché, mais l'homme ne gagne qu'en valeur et se bonifie de jour en jour à la connaissance et à la conquête de l'autre. Voilà le tourisme qui se présente sur ses meilleurs jours. Et au sortir de cette crise, combien sommes-nous nécessités de vouloir aller à la rencontre du reste du monde? Et c'est pour ça que le tourisme se présente avec de beaux jours encore devant. Et nous invitons tout investisseur à se saisir du tourisme comme un levier puissant de croissance et générateur de revenus et de valeurs pour le monde et pour la génération qui vient après nous. Monsieur le ministre, vous êtes particulièrement convaincant. Je vais vous demander de vous applaudir et d'applaudir nos intervenants en les remerciant. Bravo.